Jusqu'à présent, la récession a été évitée en France, mais pour autant, les ferments d'un décrochage de l'activité sont peut-être réunis. Bonjour Franck. Bonjour, Franck David. Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Alors Bruno Le Maire, Christine Lagarde, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, pour vous, à cause de leur choix politique, on risque vraiment une récession l'an prochain? Pourtant, la Banque de France nous parle de 0,9%, le gouvernement 1,4%. On ne voit pas de traces de récession pour l'instant. D'abord, vous conviendrez que ce sont des taux de croissance extrêmement modestes et que, au fil des mois, malheureusement, il faut bien sûr le regretter, mais les grosses têtes du ministère de l'économie, des institutions de statistiques, de la très respectée Banque de France, revoient au fil des mois leurs prévisions à la baisse. Et donc, à ce rythme-là, on va peut-être pas faire les 1,4 ou les 0,9. Tout simplement parce que on est en train de poser les bases pour réduire cette croissance et peut-être même basculer en territoire négatif avec Ouais. plusieurs leviers. Mais la première chose, c'est quand même la Banque centrale européenne qui a décidé, avec une obsession granitique, de lutter contre l'inflation. Mais pardon, je vous coupe. Euh, Franck, en même temps, d'ailleurs, on a eu les chiffres ce vendredi, 4,9% d'inflation aujourd'hui, on est quasiment à 5% en France. C'est pas normal que la BCE fasse quelque chose, c'est dans son mandat d'avoir une inflation plus basse à 2%. Alors oui, c'est dans son mandat, mais il se trouve que on peut aussi changer son mandat et on peut aussi se dire que la Banque centrale européenne doit être une émanation des choix politiques des États membres et que est-ce que les États membres ont envie de de prendre le risque d'une forme de stagflation avec qui mélange à la fois l'inflation et la stagnation de l'économie parce que ce qui est en train de se passer là, quand il y avait de l'inflation dans les années 70 et 80, il y avait peut-être un avantage pour certains, c'était que la dette, au fil des ans, était remboursée, tout simplement parce que le taux d'effort pour rembourser sa dette, que vous soyez un agent privé, un emprunteur, ou alors l'État je dirais, qui ploie sous des dettes importantes, eh bien, il avait une forme de réduction de cet effort-là. Or, il se trouve que là, on est en train de préparer les esprits et même, je dirais, le terrain à ce que finalement, les salariés ne bénéficient pas, entre guillemets, de cette inflation. Au contraire, ils en payent le prix fort parce que leur salaire n'augmente pas suffisamment et que les postes qui sont le plus en augmentation sont des postes qui touchent les plus modestes. Après, quand on a les Euh, chiffres d'augmentation des salaires primes incluses, on n'est pas très loin de l'inflation, hein. On a eu les chiffres oui, officiels, oui, mais d'abord, ça dépend en moyenne, hein. quels sont ces salariés. Et puis, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'effectivement, il faudrait regarder les déciles, les caractéristiques de ces augmentations, les écartifs de ces augmentations. Y a-t-il des fortes augmentations ici et de très faibles là? Mais au-delà de cela, et ce n'est pas par facilité que je vous dis ça, David, c'est qu'il y a une forme de contraste entre des statistiques d'augmentation de salaire, entre des statistiques de baisse de chômage, et puis les restos du cœur qui nous disent on a besoin d'argent parce que il y a de plus en plus de gens au resto du cœur. Bon, je veux bien que cohabite une sorte de fanfare statistique avec de la misère qui augmente, mais il y a un truc qui cloche. Pardonnez-moi cette expression. Ouais. Franck, pour vous, on sous-estime l'impact de ce resserrement monétaire de la Banque centrale européenne, de la BCE, sur l'activité en France dans les prochains mois? Mais oui, parce qu'en fait, là aussi, je vous parle de quelque part de contraste entre des chiffres qui semblent avoir un récit plutôt positif, et puis d'autres, vous avez des entreprises qui les délais de paiement augmentent, vous avez des fermetures d'entreprises qui sont aussi en augmentation, et donc effectivement, là, ce que je redoute en fait, ce qu'on peut redouter partout en Europe, c'est que on reproduise exactement les mêmes erreurs que l'après Lehman Brothers. Exactement. Il y a eu Lehman Brothers, les États, à bon droit, ont sauvé le système financier, ont mis beaucoup d'argent, se sont endettés. Au lendemain de cette dégradation des comptes publics,
la chancelière allemande Merkel et le président de la République Sarkozy ont décidé de mener des politiques de rigueur pour qu'on puisse avoir des comptes publics plus équilibrés. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'on a préparé une forme de récession. Là, ça se répète non pas sur le plan financier, mais sur le plan sanitaire, où pour lutter contre le Covid, les États ont fait du quoi qu'il en coûte. Vous avez consacré de nombreuses émissions à en parler. Ce quoi qu'il en coûte, il a produit une dette. Ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement de faire la même erreur, où on se dit, voilà, on va faire une politique monétaire qui est extrêmement rigoureuse, des hausses de salaire au compte-gouttes, et un budget qui Justement, parlons-en du Oui. budget, Franck. Bruno Le Maire, donc, c'est le budget 2024. Dans votre papier sur « Il nous prépare la récession », donc il y a la Banque Centrale Européenne, il y a aussi le gouvernement, mais même l'OFCE admet que ce budget 2024, qui demande d'être voté bien sûr, ne relève pas d'une logique austéritaire. Voilà. Parce que pour vous, c'est un budget de rigueur, mais même l'OFCE, qui est classé de gauche, dit non, c'est pas de l'austérité. Non, mais si vous voulez, vous avez quand même, d'abord il y a un effet d'optique avec l'inflation, c'est que vous avez des enveloppes par ministère qui peuvent augmenter, et en vérité qui en valeur réelle n'augmentent pas. Mais si vous voulez, il y a un piège qui est en train de se refermer, c'est que vous avez normalement un État qui pourrait dégager des marges de manœuvre grâce à l'inflation, les recettes augmentent, elles sont à peu près indexées sur l'inflation, et puis vous avez, quelque part, vous êtes en faculté de pousser les dépenses. Bon. Là, ce qui se passe, c'est finalement qu'on a une stabilité des dépenses, même une légère baisse, alors légère, très légère, en ce sens, l'OFCE a raison, mais c'est par rapport, je dirais, aux exigences qui sont aujourd'hui devant le gouvernement. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que devant, je dirais, l'ampleur du débat et des enjeux climatiques, il y ait des dépenses fortes de la part de l'État qui pourraient se dire, moi je veux bien m'endetter, déjà on pourrait les négocier qu'elles soient en dehors des critères de Maastricht ou des critères du TSCG, du traité pour la stabilité, et se dire, voilà, on investit on a 3,5% de taux de coût puisqu'on s'endette, Ouais. mais à côté de ça, eh bien, on a des rendements en investissant sur l'isolation des bâtiments, en mettant des éoliennes en mer s'il le faut, même si les premières avancées ne sont peut-être pas aussi concluantes. Mais je veux dire, il y a tout un débat à avoir là-dessus. On est en train finalement de se dire, on va promettre de descendre en dessous des 3%, exactement comme on avait fait en 2010-2011. On refait exactement les mêmes erreurs. Quelque part, il y a une espèce de renouveau des années 90-2000 avec la pensée unique qui revient. Enfin, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas été concluant. Vous dépeignez François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, en nouveau père la rigueur. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de jouer ce rôle-là en disant, il avait dit, je souhaite un budget avec plus d'engagement et de crédibilité. Alors bon, vous, David, vous connaissez, vous savez lire entre les lignes, moi aussi. Il faut dire aux auditeurs que plus d'engagement et plus de crédibilité, ça veut dire encore baisser la dépense publique. Et donc, le piège un peu, c'est-à-dire que moi je dis pas, il faut absolument, tout est dans le recours à la dépense. Le raser gratis, c'est quelque chose de facile et même quelque part un peu de paresseux, je dois bien vous l'avouer. Mais aujourd'hui, quand vous avez un acteur, en l'occurrence l'État, qui est un acteur de premier plan dans l'économie, si vous avez des réductions de dépenses, eh bien forcément, vous allez avoir des effets macroéconomiques sur le PIB. Et donc, il faut que tout cela soit assez lissé. Et puis peut-être à l'aune des défis, imaginer quelque chose qui fait que les dépenses qui sont favorables à très long terme à l'indépendance énergétique, à l'économie d'énergie et à la lutte contre le réchauffement climatique soient menées par l'État. Je veux dire, dans les années au lendemain de la guerre, c'est quand même la 4e République, donc souvent on la méprise un peu, mais c'est la 4e République qui, avec devant un État très endetté et un appareil productif dégradé, lance des plans pour poser les bases d'une indépendance qui serait des télécoms, du transport, de l'énergie, etc. On ne s'est pas dit, oh mon Dieu, il ne faut pas dépasser les 3% du PIB.
Franck, dans celles et ceux qui nous préparent une récession en France pour 2024, vous mettez aussi les industriels de l'agroalimentaire et leurs super profits. Bah oui, parce que si vous voulez, euh, normalement, on devrait avoir des baisses enfin pas des baisses de prix, mais une certaine stabilité des prix. Or, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a regardé les marges de l'agroalimentaire et ces marges-là sont très élevées. Elles ont grimpé de 25% depuis 2021, pardon. Les prix de vente de l'industrie agroalimentaire ont grimpé de 25% depuis fin 2021. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et en faisant, je dirais, en maximisant ses profits, on finit par ne pas baisser les prix ou de tenir des marges très élevées, et ce sont les consommateurs qui le paient, au bénéfice d'une minorité de gens et au détriment d'une majorité de personnes. Donc effectivement, tout cela, ça pousse quand même à la récession. En plus, notre pays est un pays qui est traditionnellement est porté par la consommation et la demande intérieure. Vous avez à la fois des super profits, enfin l'agroalimentaire qui réalise des super profits et qui finalement fait baisser la demande intérieure, parce qu'en volume, vous avez déjà moins de consommation. Oui. Et puis parallèlement à ça, vous avez une banque centrale qui a quand même pour volonté, il faut dire les mots tels qu'ils sont, de baisser la demande, de contracter la demande. Pour faire baisser l'inflation. Pour faire baisser l'inflation. Donc tout cela conjugué, je ne dis pas que ces sujets en soi ponctuellement sont responsables de tout, mais c'est l'addition. Oui, de manière cumulative, c'est ça. Et je dirais cette addition de manière cumulative de cette politique, elle dit quelque chose sur l'ère du temps. Et où ça peut nous mener dans les prochains mois et les prochains trimestres? Mais on révise toujours en baisse. Donc il y a un moment où quand vous partez de 1,4 et que vous révisez en baisse tous les mois, alors je dis pas que c'est pas ce qui va se passer, mais enfin là, cette politique-là, elle conduit à cela. Donc effectivement, peut-être que dans 6 mois, vous m'interrogerez pour me dire, ah ben regardez, on est dans le rouge. Bon, juste avant de se quitter, Franck, on va regarder la couverture du nouveau numéro de Marianne cette semaine. Que peut-on y lire? Ben justement, on en parlait, cette France qui a faim. On a rencontré des personnes qui étaient pas des problèmes de fin de mois pour l'essence, mais tout simplement pour se nourrir. Voilà. Et qui racontent la précarité au quotidien. C'est très saisissant. Et ce sont des gens qui ne se laissent pas vivre du tout. Au contraire, qui luttent tous les jours pour leur survie et qui travaillent pour cela. À lire donc tranquillement ce week-end dans le magazine Marianne. Merci Franck. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction. Salut. Au revoir.